Bonjour à tous et à toutes, bonjour YouTube. J'espère que tu vas bien, ces cheveux c'est une tragédie. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau cours de japonais. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est le cours 16, cours 17 peut-être je sais pas, cours 17. C'est le 17e cours de japonais qu'on fait en compagnie de Julien Fontanier, qui est normalement, regarde, il est juste ici, il est juste là, il nous attend. Et non, voilà, j'ai rien d'autre à dire, je pense. On va aujourd'hui avoir 2 cours de grammaire et un cours de vocabulaire. Le cours de vocabulaire sera sur... Bonjour Julien, qui nous fait honneur de sa présence dans le chat. Bonsoir à toi. Le cours de vocabulaire sera sur les animaux sauvages. Le cours de grammaire, lui, le premier sera sur... C'est le premier qu'on va faire maintenant. Les compléments de temps. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire, ça peut aider. Et ensuite, des nouvelles particules. Alors, je lis les particules... Kara et les particules masu. Ah non, c'est pas masu, pas du tout, c'est maté. Madé, ok. Et c'est pas ma, c'est sou. Oh putain, si c'est ma. Oh là là, le mec ne sait plus lire les hiragana. Madé, je crois, je sais pas, on verra. Désolé, j'ai la tête à l'envers avec ce qui vient de se passer à l'instant, excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne parviens pas à récupérer mon retard. Non, c'est pas ça la phrase que je devrais dire. Non, je ne travaille plus les cours de japonais en dehors des cours de japonais qu'on fait le mercredi soir en fait. Et ce qui fait que le seul moment où je m'intéresse aux cours de japonais, où j'ai le temps de m'y intéresser, c'est seulement quand on est en live. Ce qui est pas bon du tout. Ce qui veut dire que j'ai pris au moins 3 ou 4 semaines de... Ben en fait, je crois que depuis le 3e cours sur la grammaire, j'ai lâché complètement en fait. Ce qui fait que, par chance... La grammaire, ça reste quelque chose d'assez compréhensible quand on la regarde comme ça. C'est pas pour ça que là, 2 têtes de suite, je te dirai automatiquement l'ordre des particules, tout ça. Mais voilà, donc c'est un petit souci. Donc je sais pas si je dois faire une énorme pause. Ça me plairait pas cette idée parce que ça nous couperait en plein milieu et j'ai pas envie de reprendre en plein milieu de la saison 2 plus tard en fait. Surtout qu'on s'approche de la fin, donc je pense que ça serait mieux de la terminer. Et vu qu'il n'y a rien d'autre après pour l'instant, on pourrait faire plein de petites révisions et prendre beaucoup plus de temps pour tranquille travailler dessus. Donc j'ai l'impression, je dis à chaque fois, je vais y réfléchir, mais j'ai l'impression que ça fait 4 semaines que je vous dis je vais y réfléchir et j'y ai pas du tout réfléchir. Donc je m'excuse. Je m'excuse parce que je ne montre pas l'exemple. En fait, c'est vraiment depuis que j'ai eu les chats que paf, j'ai tout laissé tomber partout autour de moi, tout. Les jeux vidéo, je laisse tomber, les séries, je laisse tomber. Je regarde des séries en m'endormant. Le japonais, apprendre le vocabulaire, tout ça, j'ai vraiment laissé tomber de ouf. En fait, le truc qui me prend le plus de temps, c'est faire des vidéos, faire des lives. Et donc, je laisse mes chats seuls à ce moment-là. Et quand je retourne dans mon appart, ils me collent et tout. Et je fais plein d'autres trucs. Bref, je suis un mauvais délégué, je suis désolé, excusez-moi. Aujourd'hui, nous allons donc commencer avec les compléments de temps. On va devoir gérer vite fait le son. Je pense qu'au niveau du son, ça devrait le faire. Et on va y aller. On est bon? Je pense que tout le monde est bon. Oui, de toute façon, j'ai eu 10 minutes de retard, vous avez eu le temps d'être bon. Nous sommes partis. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Aujourd'hui, on va étudier ensemble le complément de temps, de son vrai nom, le complément circonstanciel de temps, qui permet d'indiquer dans nos phrases le moment où est effectuée l'action. Le cours ne s'appelle pas la particule untel, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de particule précisément liée au complément de temps. On va voir que selon les différents cas, on va parfois utiliser une particule et puis parfois ne pas en utiliser. La première chose à savoir, c'est que dans notre phrase, le complément de temps se place généralement en début de phrase, s'il y a un thème juste après le thème, Okay. et donc on va soit l'indiquer par la particule ni, soit l'indiquer par aucune particule. On va voir dans quel cas on va faire plutôt l'un ou l'autre. Donc là, oui, je suppose que vous êtes complètement effondré. Oui, ça fait encore une nouvelle utilisation différente de la particule ni. Mais franchement, non. En soi, rien qu'avec la position de la phrase, on sait que c'est juste après le thème de la phrase. Si on voit une particule ni juste après le thème de la phrase, je pense que logiquement, on peut facilement se dire que c'était une indication du temps. Franchement, ici, c'est facile, il n'y aura pas de prise de tête. Alors, je vous explique. Lorsque le complément de temps va indiquer dans notre phrase un point précis dans le temps, ou une période précise dans le temps, on va utiliser la particule ni.
Comme une date, Et lorsque j'imagine. notre complément de temps est dans notre phrase un mot relatif au moment de l'énonciation, on n'utilise pas de particules. Alors, c'est quoi cette histoire de relatif au moment d'énonciation? Il faut Par des exemple, exemples. si je vous dis aujourd'hui, aujourd'hui, ça indique un jour précis, mais ça va changer chaque jour. Chaque jour, aujourd'hui, ça va être un jour différent. Vous comprenez bien. C'est ça que j'appelle un mot relatif au moment de l'énonciation. Donc, hier, demain, à midi, à 13 h, tout ça, ça change toujours, donc c'est ça. Donc ça peut être par exemple aujourd'hui, ce matin, demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Et du coup voilà, avec ce genre de mots, on ne va pas utiliser de particules. Du coup, je vous donne des exemples. Si je veux dire à 6 heures, bon, 6 heures on sait faire rokuji. Vu que c'est un point précis dans le temps, ça va être rokuji ni. Oh, je me suis gouré. L'heure, en fait, c'est un point précis dans le temps, autant pour moi. Parce que je m'étais dit que chaque jour, l'heure, c'est la même, mais il se passe pas la même chose, mais ok. Et d'ailleurs là, c'est super, on va pouvoir se faire plaisir parce que dans la saison 1, on a appris à dire l'heure et on a appris également tous les éléments relatifs à l'énonciation d'une date. Si maintenant je veux dire hier, bon, hier c'est kino. Ça c'est un mot qui dépend clairement du moment de l'énonciation, hein. Chaque jour, bah, hier c'est un jour différent. Du coup, ici on ne va pas utiliser de ni. D'accord. Si maintenant je veux dire au 19e siècle, Ça, c'est un point précis dans le temps. Jukyuseki. Ça, c'est un point précis dans le temps. Même si c'est une période très large qui dure un siècle, ça reste un point précis dans le temps. Du coup, on va utiliser la Ni. particule ni. J'espère que vous vous souvenez de comment on nomme des siècles en japonais. Encore une fois, on a vu ça dans le cours écrire une date en japonais. Pour finir, si je vous dis maintenant, ima, ça, une nouvelle fois, c'est un mot qui dépend clairement du moment de l'énonciation. Donc là, on ne va pas utiliser la particule ni. Du coup, voilà, je pense que vous comprenez bien. De manière générale, quand en français on a A, O ici qui indique quelque chose de précis, c'est en général dans ces cas-là qu'on va utiliser la particule ni. Mais bon, ça c'est pas une règle, hein. On ne peut pas créer une règle sur le japonais par rapport au français. Comprenez bien que quand... Il y a vraiment des gens dans le chat qui comprennent pas ce qu'il est en train d'expliquer, c'est pourtant simple. Soit c'est l'indicateur de temps est un point précis dans le temps, le 6 juillet un tel, midi pile, à 23 h du soir, là tu mets la particule ni. Et si c'est quelque chose qui est relatif, hier, demain, tu vois, qui peut bouger comme ça, dans un mois, la semaine dernière, ben là tu ne mets pas de particule. Quand c'est un point précis, on utilise ni, et quand c'est pas un point précis, quand le mot est relatif au moment de l'énonciation, on n'utilise pas la particule. Du coup, tout ceci étant bien compris, on va pouvoir faire des phrases exemples. Cette fois, je vais prendre des personnages de Death Note pour illustrer tout ça. Oh, c'est nouveau. Le héros de Death Note, il s'appelle Light, en japonais Laito. On va écrire ça avec le kanji de la lune. Donc Laito, en fait, c'est une lecture qui est extérieure aux lectures purement sino-japonaises du kanji que l'on va poser dessus. C'est quelque chose qui se fait beaucoup sur les prénoms. On fera plus tard un cours sur les prénoms japonais, vous allez voir, c'est un sacré bordel, et dans lequel vous apprendrez vous-même, si vous voulez, à écrire votre prénom en japonais en kanji. Du coup, ma phrase, Laito wa hachiji ni gakko ni iku. Alors, bon, ici... Light vient à 8 h. Gakuni. Mon thème, c'est Light. En français, ça va être mon sujet. Mon verbe, c'est aller. Il va. Ah, il va, pardon. Gakko ni, c'est... Alors, attention, mais si, particule ni, mais c'est le point d'arrivée du déplacement. Il va à l'école. Et qu'est-ce que j'ai? Hachiji ni, à 8 h. Ici, 8 h, c'est un point précis, donc je l'indique avec la particule ni. Faites bien attention, dans notre phrase, on a deux particules ni, mais celle-ci indique bien donc le point précis dans le temps, et celle-ci indique l'arrivée du déplacement. Ce qui nous donne Light va à l'école à 8 h. Un deuxième exemple. Laito wa kyou gakko ni iku. Cette fois, qu'est-ce Light va à l'école maintenant. que j'ai? Bon, Light va à l'école, et kyou, c'est aujourd'hui. Et Ah putain, aujourd'hui! Zut! comme aujourd'hui ça change chaque jour, on ne l'indique pas avec la particule ni. Je pense que vous comprenez bien. Light Parce que j'ai vu ce kanji, ça m'a rappelé que ça voulait dire maintenant en fait, mais je l'avais pas, je l'avais pas lié avec celui-là. Ok. Oups. va à l'école aujourd'hui. Ici, vous êtes peut-être un peu inquiet. Ça peut paraître compliqué de distinguer quel est le mot ici. En fait, on a 4 kanji qui se suivent. C'est bien kyo et gakko qui sont deux mots distincts. Tout a l'air de se mélanger parce que là, pour le coup, on n'a pas de particules qui nous permettent de savoir où sont les mots.
Mais bon, pas de souci, hein. L'expérience fait que on connaît les mots et on sait où s'arrête un mot. C'est comme à l'oral, hein. Tous les mots s'enchaînent, pourtant on n'a pas vraiment de souci à savoir quel est le début et quelle est la fin d'un mot. Donc quand vous connaissez les mots, il n'y a pas de souci pour savoir les reconnaître. Et puis bien sûr, on peut également utiliser deux compléments de temps en même temps. Light wa kyo hachiji ni gakko ni iku. Light va à l'école aujourd'hui à 8 heures. Et ici, aujourd'hui est indiqué sans particule ni, et à 8 heures, vu que c'est précis, avec la particule ni. Vous comprenez bien. Oui. Avant de passer à des phrases de thème, on va créer ensemble plusieurs mots qui vont vous être très utiles. On connaît déjà hier, aujourd'hui et demain, qui sont kino, kyo et ashita. Moi, j'ai envie de dire la semaine dernière, cette semaine, la semaine prochaine. Puis j'ai aussi envie de vouloir dire le mois dernier, ce mois-ci, le mois prochain. Du coup, comment on va faire? Alors, c'est facile. D'abord, on va mettre le kanji de la semaine et le kanji du mois. Tout ça, on va lire en lecture sino-japonaise parce qu'on va le combiner avec d'autres kanji. Donc, ça nous donne shu et getsu. Et du coup, ce qu'on va faire, on va utiliser le kanji de précédent, sen, en lecture sino-japonaise. Le kanji actuel, c'est le kanji de ima maintenant, kon en lecture sino-japonaise. Et le kanji de prochain, rai en lecture sino-japonaise. Vous le connaissez déjà, c'est le même kanji que kuru, qui veut dire venir. Donc la semaine prochaine, c'est la semaine qui vient. D'accord. Et du coup, voilà. Là, il y a un beau screen à faire, là. Vous faites un petit screen, vous le détourez, vous le mettez en fond d'écran pour la semaine, et comme ça, vous apprenez pendant toute la semaine, je vais vous ouvrir le téléphone. On donne nos mots. La semaine dernière, senshu. Cette semaine, konshu. La semaine prochaine, raishu. Le mois dernier, sengetsu. Ce mois-ci, kangetsu. Le mois prochain, raigetsu. Et puis, je vous mets même un autre kanji, mai. Ce kanji, donc c'est sa lecture sino-japonaise, qui veut dire chaque. Et avec ça, on crée mainichi, chaque jour, tous les jours. Maishu, toutes les semaines. Et maitsuki, tous les mois. Alors oui, ici, attention, c'est tsuki, ça va pas être getsu. Ça fait partie des petits cas particuliers. Oui. C'est comme ça. Pour l'année, ça va être différent. C'est pas tout à fait les mêmes règles, alors du coup, je vous les donne. L'année dernière, c'est kyonen. Cette année, c'est kotoshi. L'année prochaine, c'est rainen. Et du coup, tous les ans, c'est maitoshi. Du coup, voilà, avec tout ça, on va pouvoir sacrément se faire plaisir. Pourquoi je vous ai pas mis tous ces mots dans le cours de vocabulaire? Déjà parce que la liste de 20 mots de vocabulaire était pleine. J'aurais pas eu la place de caser tout ça. Et puis bon, de toute façon, c'est moi qui trace la liste. Je fais comme je veux. Et ensuite, vu qu'il s'agit de lectures sino-jap qu'on colle les unes à côté des autres, c'est plus intéressant de les créer ensemble, comme ça on voit un peu comment ça marche. C'était plus logique de l'amener de cette façon, je suis d'accord. Dans tous ces mots qu'on vient de voir, on ne va pas pour l'instant pouvoir utiliser ce relatif au passé, parce qu'on ne sait pas encore mettre un verbe à la forme du passé, on verra ça plus tard, mais on peut utiliser les mots relatifs au présent et les mots relatifs au futur. Pourquoi? Parce qu'en japonais, les verbes ne se mettent pas au futur. En japonais, je vous en reparlerai bien plus tard lors de la saison 3 sur les verbes, mais concrètement, c'est exactement la même chose qu'en français quand on a ce qu'on appelle un présent équivalent d'un futur proche. Quand on dit par exemple, je sais pas, alors qu'est-ce que j'ai mis comme exemple, demain je vais au cinéma. Demain c'est dans le futur, mais je vais c'est du présent. En japonais on va faire exactement pareil, en fait on n'a pas de futur, donc on utilisera les verbes au présent comme on les voit jusqu'à maintenant, avec un complément de temps dans le futur qui indiquera que la phrase est au futur. Allez, du coup on est parti pour quelques phrases de thème. Si je vous dis Ryuk mange des pommes tous les jours. Alors ici, Ryuk, c'est mon sujet, en japonais ça va être mon thème, Ryuku wa. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange, taberu. Il mange quoi? Des pommes, ringo o. Et du coup, tous les jours. Alors vous voyez ici, tous les jours, c'est pas un point précis dans le temps, c'est quelque chose qui se répète. En français, on n'a pas d'ailleurs de « a » tous les jours, on n'a pas ce petit mot qui précise que c'est un point précis dans le temps. Du coup, en japonais, on ne va pas utiliser la particule ni, ça va être « mainichi » tout simplement. Ryuku wa mainichi ringo o taberu. Une autre phrase. Misa va au cinéma avec Light demain à 21h30. Donc voilà, ici mon complément de temps. Demain se rapporte au futur, mais comme je viens de vous le dire, le verbe en japonais, on va le laisser comme on sait faire jusqu'à présent, au présent, parce que... au présent. J'ai dit de la merde, j'ai dit en français. Misa va au cinéma avec Light. Bon, ça on sait faire maintenant. Misa wa Light to eigaka ni iku. Ni ici, c'est bien le point d'arrivée du déplacement. Et du coup, demain à 21h30, ashita kuji 30 ni. Ouh, qu'il est puissant celui-là!
Oh, j'ai complètement oublié de retirer le son des alertes. Pardon. Ça m'a fait un petit jumpscare dans l'oreille, je m'excuse. Rachta parce que c'est un mot qui est relatif au moment d'énonciation, mais par contre j'en ai bien mis un pour 9h30 parce que c'est un point précis dans le temps. Un dernier exemple, Watari donne des chocolats et des confiseries à elle toutes les semaines. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Death Note, hein, elle c'est le nom d'un personnage, et du coup en japonais ça va se dire Eru en katakana, mais on va quand même l'écrire avec un L, hein. C'est un des rares cas où on peut utiliser des romaji dans nos phrases japonaises. Je m'étais déjà fait la réflexion, la façon dont en japonais t'écris les romaji, c'est pas exactement comme nous quand on écrit une lettre en majuscule. Je m'étais déjà fait la réflexion quand on avait écrit t-shirt, le T était un peu plus gros, gras, et bon, c'est une réflexion qui ne sert à rien, mais là je le remarque, on peut le comparer les deux L. Watari wa Eru ni, c'est mon COI, chocoreto to okashi o ageru. Watari donne des chocolats et des confiseries à elle, et du coup, toutes les semaines, encore une fois, c'est pas un point précis dans le temps, c'est quelque chose qui se répète, maishu. Et si on n'utilise pas la particule ni. Bon, voilà, je pense que c'est pas bien compliqué, vous comprenez cette histoire de complément de temps que l'on utilise parfois avec la particule ni. Car ça doit prendre la place d'un kanji. Hey! Eh oui, Julien, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Je serais curieux de voir toutes les lettres grossies de manière à rentrer parfaitement dans le carré d'un kanji. Parfois sans la particule ni. On verra plus tard comment exprimer en japonais une durée, comment on va dire pendant 2 mois, pendant 3 ans, ce genre de choses, on le verra dans le cours sur les classificateurs numéraux, donc dans la deuxième sous-partie des cours sur la grammaire, bientôt je vous rassure. Et puis du coup on pourra également dire il y a 2 mois, dans 3 ans, ce genre de choses, mais bon pour l'instant je pense qu'on a quand même suffisamment de quoi se faire plaisir avec ce que l'on a vu aujourd'hui. Ceci étant fait, je vous donne vos exercices. Alors, comme d'habitude, du thème et de la version, je vous donne des phrases où il faut utiliser la particule ni, où il ne faut pas l'utiliser. Je vous mets également des heures, hein, comme ça vous fait réviser la lecture de l'heure en japonais. Et puis, je vous mets également de nouveaux mots de vocabulaire, comme ça vous permet d'en apprendre davantage, et c'est toujours bon pour la santé. Toujours zioter les exercices pour les petits vocabulaires en plus en bas. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Non, pas de gros sourire cette fois, non. Non, pas envie. Pas inspiré le sourire, non. Hop. Eh bien, ce cours était très bien amené. J'ai encore une fois pas eu l'impression du tout de le voir passer. Donc ça c'était en compréhension, c'était pas très compliqué. Ça par contre, voilà, encore une fois je vous le remets. Ça c'était peut-être le passage de vocabulaire le plus important. Parce que tout ça, c'est des choses qui vont être nécessaires à retenir. Et après, la construction des phrases se fait toute seule avec tout ce qu'on a déjà appris jusqu'à maintenant. Donc là-dessus, c'était très tranquille. Nous allons passer maintenant au cours de vocabulaire du jour, qui sera un cours de vocabulaire dans lequel nous allons apprendre à dire en japonais le nom des animaux sauvages. Je rappelle qu'on avait déjà appris le nom des animaux domestiques. Ici, nous allons connaître le nom des animaux sauvages. Nous sommes partis. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Ouh, il est très sauvage la girafe là. Ouf. Ça y est, on y arrive enfin, un nouveau cours de vocabulaire sur les animaux. Hein. Vous trouviez que ça faisait peut-être un peu trop court d'avoir eu seulement un cours sur les animaux domestiques. En voilà un sur les animaux sauvages. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir avoir, j'espère, votre animal préféré dedans. Et du coup, vous allez pouvoir arrêter de me faire chier. Mais excusez-moi, est-ce que c'est une balle réelle que je viens de voir passer devant l'écran là? Oh, d'accord, bon, très bien. Bravo, le pic. Alors, dans ce cours, il faut savoir que tous les animaux dont je vais vous parler s'écrivent en japonais en kanji, mais en général, on va plutôt les écrire en katakana. C'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé sur les animaux domestiques. Les animaux, il y a beaucoup de kanji d'animaux qu'on n'utilise plus trop, et on va surtout écrire donc les animaux uniquement en katakana. Mais dans ce cours, moi je vais vous donner quand même les kanji, parce que c'est important de vous les montrer, que vous les voyez, puis que vous entraîniez un peu à les reconnaître.
Et puis, je vais vous donner la lecture soit en hiragana lorsqu'il s'agira de lecture purement japonaise, soit en katakana lorsqu'il s'agira de lecture sino-japonaise. Mais vous avez bien compris, dans l'utilisation quotidienne, la plupart de ces noms d'animaux s'écrivent de manière générale uniquement en katakana. Ok, ça me va. Moi, j'aime bien. Le loup se dit en japonais Ookami. Oh, mais oui, mais... Ah, je me déteste. Je le savais très bien. Je voulais le dire, mais il était là et il voulait pas sortir. Bien sûr. Comme le jeu du même nom, Okami, qu'on prononce d'ailleurs très mal, Okami. Mais ça, je crois qu'on l'avait déjà vu, Okami, dans le cours de vocabulaire de Halloween. C'est de là que vient le titre du jeu vidéo Okami, dans lequel on contrôle un loup. Mais vous voyez, le titre s'écrit différemment, il s'écrit comme ça, Okami. En fait, c'est un jeu de mots. Les deux lectures purement japonaises de ces kanji, ça se lit bien Okami, mais ici c'est grand et dieu, ça correspond au grand dieu, à la déesse Amaterasu, qui est réincarnée en loup dans le jeu. Oh, mais c'est stylé ça, je Et savais du coup pas voilà, du tout. grande déesse, mais ça se lit comme le loup, et du coup voilà, c'est sacrément bien trouvé. Mais j'aurais été tellement con si j'aurais fait le malin en disant oui, regarde, moi je connais ces kanji, ça veut dire loup parce que sur la boîte de Okami il y a écrit loup. Pas du tout. Mais par contre, tu me diras le kanji de Dieu. Maintenant, je le reconnais bien, donc j'aurais peut-être, je me serais, tu vois, j'aurais peut-être eu. Comment on dit? C'est quoi l'expression? La puce à l'oreille? Ça se dit ça? J'aurais peut-être eu la puce à l'oreille. Et bon, bref. Puce à l'oreille? Ça se dit, je crois. Le renard se dit en japonais Kitsune. Kitsune, ça on connaît aussi, on l'avait déjà vu. Je sais plus quand ni pourquoi, mais on l'avait vu. Le sanglier se dit en japonais Inoshishi. Oh! Inoshishi. Inoshishi. Pour Lilou. Je pensais pas à Lilou Kitsune, mais je me souviens que dans un cours de japonais, on avait vu que Kitsune ça voulait dire renard, et là j'avais fait la réflexion à Lilou en mode ah, mais je comprends maintenant d'où vient ton pseudo, tout ça. Mais je suis sûr que t'as abordé le renard à une autre reprise dans un cours. C'était pas, tu disais pas que ta peluche c'était un renard bleu sur ton bureau? Non, je sais plus. C'était il y a trop longtemps, je me rappelle pas. Inoshishi. L'ours se dit en japonais Kuma. Ça, étonnamment, je le savais aussi, je sais pas pourquoi. Kuma. Le lion se dit en japonais Lion. Ça va. On a un autre terme qui est Shishi. Sachant que voilà, lion est le terme le plus utilisé. Shishi, c'est un terme un peu ancien que l'on va notamment retrouver dans le mot shishimai. Alors shishimai, qu'est-ce que c'est? Mai, c'est la danse, et du coup, vous savez, c'est la danse du lion. C'est ce que les Japonais font au Nouvel An, la tradition où voilà, vous avez des espèces de lions qui dansent avec des masques, etc. Le tigre se dit en japonais Tora. Tora, le tigre. Le léopard se dit en japonais Hyo. Hyo. Je dis léopard, mais en français, ça équivaut également à la panthère. Pinku Hyo. Non. Oui, c'est ça. Le singe se dit en japonais Saru. Salu, comme Sarutobi, le troisième Hokage dans Naruto. Le panda se dit en japonais Panda. Ça passe. Tout va bien. C'est un cours qui n'est pas très compliqué pour l'instant, ce cours de vocabulaire. Ça fait du bien. Le koala se dit en japonais Koala. Ça va, vous? Le kangourou se dit en japonais Kangaroo. 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 Le lama se dit en japonais Ryama. On Ryama. peut également dire tout simplement Rama. Oui. Ok. Le rhinocéros se dit en japonais Sai. C'est si simple. Sai. Sai. L'éléphant se dit en japonais Zo. Ah. Zo. Je ne vais rien dire. Pour spoiler personne. Mais ceux qui lisent One Piece... Je ne dis rien.
Alors ça, c'est source de beaucoup d'amalgames parce que chez nous, zoo, c'est là où il y a les animaux. Mais en japonais, ce que l'on va prononcer zoo, c'est l'éléphant. Le morse se dit en japonais seiyuchi. Seiyuchi. Ici, la lecture Seiyuchi. n'a pas de lien avec les lectures purement au sino-japonaises de ces deux kanji. Et si on regarde bien les kanji, en fait, ça veut dire un éléphant de mer. Donc, comme en français, en fait, le morse, on peut l'appeler l'éléphant de mer. Le phoque se dit en japonais azarashi. Azarashi. Ici encore, ce mot n'a pas de lien direct avec les lectures purement ou sino-japonaises de ces deux kanji. Et encore une fois, quand on regarde bien les kanji, on voit que ça veut dire un léopard de mer. Et il me semble bien qu'en français aussi, le phoque, même si ça ressemble zéro à un léopard, on est d'accord, on peut quand même l'appeler le léopard de mer. Ah oui, d'accord. Le zèbre se dit en japonais shimauma. Shimauma. Uma, vous connaissez déjà, c'est Oui, le cheval. cheval, Shima, ça veut dire la rayure. Donc voilà, tout simplement, un cheval avec des rayures. Putain, je suis pas assez perspicace là, parce que ce qu'il est en train de dire, je le sais, mais ça revient pas de suite, quoi. L'hippopotame se dit en japonais kaba. Kaba. Ici, on retrouve encore Cheval. une fois le kanji du cheval. Et ce premier kanji, c'est le fleuve. Donc voilà, un hippopotame, c'est un cheval de fleuve. Ah. Quand on entend parfois que les Japonais n'ont pas beaucoup d'imagination, on se rend compte ici que c'est complètement faux, en fait. Ah, j'ai jamais entendu ça, moi. Les Japonais ont pas du tout beaucoup d'imagination. J'ai jamais entendu ça, moi. La girafe se dit en japonais kirin. Oh. Kirin. Pourquoi ça me parle? Il va expliquer pourquoi ça me parle, je le sens. Alors, kirin, qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? Ici, je vous mets uniquement un mot en katakana, je ne mets pas de kanji. On aurait tendance à se dire, ah ouais, ça vient d'un mot étranger, mais on ne reconnaît pas lequel. En fait, ça vient du chinois. Ça vient de ce mot-là, kirin, qui s'écrit avec ces kanji-là. Et oui, c'est de là que ça me vient. Et oui, parce que là, ces 2 dernières semaines, en fait, j'ai appris le chinois. Non. Et qu'est-ce que c'est, en fait, le kirin? Vous savez, dans la mythologie chinoise, cette espèce de mi-cheval, mi-cerf, là, avec des trucs sur la tête, qui est considéré comme le roi des animaux à pelage, qu'on assimile parfois à la licorne, d'ailleurs. Et voilà, donc, bon, c'est un animal qui n'existe pas en vrai, mais du coup, voilà, il est... Mais spoil pas, Julien. Moi, je n'étais pas au courant qu'il n'existait pas en vrai. Et là, dans la mythologie chinoise, et du coup, quand les Japonais ont vu une girafe, ils se sont dit, mais putain, mais c'est le kirin. Et du coup, ils ont appelé la girafe kirin. Oh, mais c'est rigolo ce que tu racontes. C'est... J'aimerais trop être à leur place en mode... ils ont des dessins d'un animal mythologique et tout, et ils changent de continent et ils envoient en mode... Ah, vous en avez dans des eaux, vous, au calme comme ça, d'accord. Et c'est vrai que, ouais, ça ressemble un petit peu. Un petit peu. Pas du tout. Enfin, oui, non, en fait, je peux être sympa des fois, mais là, je chercherai pas, non. Les Chinois, ils étaient un peu myopes ce jour-là, je crois. Ouais. Mais vu que c'est pas tout à fait le même animal, on écrit uniquement le mot en katakana. Ah, bah alors ça va, c'est bon. Allez, tant qu'on est dans les animaux mythologiques, on termine avec le dragon. Oh putain, je peux le savoir. Je peux le savoir. Mais genre, c'est pas dragon aussi, ça se dit pas Doulagon ou quelque chose comme ça? Qui se dit en japonais Ryu. Pas du tout. Je pensais à Dragon Ball en fait. Ou bien Tatsu. Oh non, je suis deg. Voilà, ça c'est la lecture sino-japonaise, ça c'est la lecture purement japonaise de ce kanji. Les deux sont utilisés seuls pour dire le mot dragon, même la lecture sino-japonaise. Ce kanji est la simplification d'un autre kanji qui existe et qui a exactement les mêmes lectures, qui est celui-ci. C'est quelque chose qui arrive souvent dans les kanji, on a des kanji qui sont très compliqués, et on va en faire une version un peu simplifiée, mais les lectures sont exactement les mêmes, et le sens aussi d'ailleurs. Ce kanji-là, vu qu'il est un peu plus grand, on a l'impression que le dragon, il est plus gros, plus fort, ça fait un peu plus classe. D'ailleurs, par exemple, Shenron dans Dragon Ball, qui est le grand dragon, etc., on écrit son nom avec ce kanji-là. Après, de base, un dragon, c'est quand même fait pour être assez gros et imposant. Mais je comprends la logique, c'est assez stylé.
Ça peut, comme ça, les artistes, ils peuvent un petit peu jouer en mode le dragon un peu classique, et puis le gros dragon, là, tu lui mets ce kanji-là, ça peut être cool. Et puis, bah, tant qu'on est avec le dragon, le dinosaure se dit en japonais Kyoryu. Et qui reprend le kanji du dragon, du coup. Voilà, donc ici on retrouve notre kanji de dragon, et le premier kanji ça veut dire terrifiant. Donc voilà, un dragon terrifiant, bah c'est un dinosaure. C'est vrai qu'à la base, un dragon, c'est pas très terrifiant. Moi, j'en croise un tous les matins, ça va, il me terrifie pas des masses, ça passe. Ok, voilà, ça fait pas mal d'animaux en plus. Si est votre animal préféré dedans, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. J'ai prévu plein d'autres cours de vocabulaire sur les animaux. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous garde la surprise, mais sachez que voilà, il y a Oui, c'est pas ton genre de spoiler, je sais. encore d'autres choses qui arrivent à ce sujet-là. Mais putain, Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Mais de Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. ah, il y a un début de sourire. Allô? Oui, allô? Bonjour, c'était pour vous dire que j'ai adoré ce cours, en fait. Mais les cours de vocabulaire, je les adore de fou. Trop bien. Oh, je me spoil un petit peu, regardez. Les insectes et les reptiles. Ah non, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour plus tard. J'ai adoré ce cours. Je sais pas vraiment dire pourquoi. Mais je sais pas, c'était trop cool. Merci encore Julien pour ces super cours de japonais, ils sont trop cool. On va maintenant passer au dernier cours de grammaire. On va découvrir des nouvelles particules et quel sera leur fonctionnement. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Et alors, préparez-vous à bien profiter parce que ce cours-là dure encore moins longtemps que les autres cours. Ça va aller très vite. Ben, je vous avais prévenu que que ça allait être rapide, du coup, voilà. J'espère que ce nouveau cours de japonais vous aura bien plu. Ben, du coup, je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde, bye bye. Aujourd'hui, on fait un cours qui ne concerne pas seulement une seule particule, mais qui en concerne deux qui, vous allez le voir, sont intimement liées. Il s'agit des particules kara et made, qui s'écrivent comme ça en Made. hiragana. Alors, c'est la première fois qu'on a des particules qui s'écrivent en deux kana. Hein. Toutes Oui. les particules qu'on a vues jusqu'à maintenant ne s'écrivaient qu'avec un seul kana. Bah, ça arrive que parfois, on en verra d'autres par la suite, on ait des particules qui s'écrivent avec deux kana. Ici, kara et made. Ces particules indiquent respectivement dans une phrase le point de départ et le point d'arrivée. Bien entendu, on peut utiliser chacune de ces deux particules séparément, elles ne sont pas forcément utilisées ensemble, mais vous comprenez, un point de départ, point d'arrivée, pourquoi on va souvent les retrouver réunis. Mhm. Les particules kara et made indiquent aussi bien un point de départ et un point d'arrivée relatif à l'espace qu'au temps. Et de manière générale, ça peut être aussi bien un point de départ et un point d'arrivée concret ou abstrait. Je vous donne des exemples. Quand je vous dis « je me promène à partir du parc jusqu'au cinéma Ici, le point de départ et le point d'arrivée concernent ce qu'on appelle l'espace. C'est quelque chose dans lequel on va se mouvoir, dans lequel on va bouger. Et quand je dis « je joue Pareil. à partir de 14h jusqu'à 18h », ici, le point de départ et le point d'arrivée délimitent une portion de temps. Vous comprenez bien. Là-dessus, tout va bien. Donc quand je vous dis que bien sûr on peut utiliser chacune de ces deux particules séparément, par exemple je peux dire simplement uniquement je joue à partir de 14h ou alors je joue jusqu'à 18h. Vous comprenez bien. Oui, c'est En très très bien. français, bien entendu, on peut se limiter à dire je joue de 14h à 18h, et pas forcément à partir de jusqu'à, mais attention, en japonais, ça ne veut pas dire que ce de, il faut le traduire par la particule no, et que ce a, il faut le traduire par la particule ni. J'ai déjà eu des élèves qui réfléchissaient en voyant des mots français, ils voyaient de directement, bim, particule no. Non, attention, ici, il faut bien comprendre que ce de ici, ça correspond au point de départ, donc ça va être la particule kara. Allez, préparez-vous parce que là, ça c'est dans l'examen, ça. Ça c'est l'examen, ça. Ça, il va t'en mettre une comme ça. Je joue à partir de 14h jusqu'à 18h. Et juste en dessous, il va te mettre je joue de 14h à 18h. Donc si j'ai bien compris, les deux phrases s'écrivent exactement pareil. Mais vu que c'est sournois, est-ce que tous les élèves auront le cran d'écrire exactement la même phrase pour deux phrases en japonais différentes? Enfin, en français différentes? Je sais pas. Mais je sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien compris. Ok. Pour finir dans l'introduction, bon, ça paraît logique, mais quand on utilise ces deux particules ensemble, on utilise toujours en premier kara et ensuite made. On respecte la chronologie où dans un déplacement, le point de départ et ensuite le point d'arrivée.
On dit rarement, même en français, je joue jusqu'à 18h, à partir de 14h, bah, ça va être la même chose en japonais. Alors, dans une phrase, comment ça se passe? Oui. Je vous montre. Eru wa densha de Osaka kara Hiroshima made iku. Ici, qu'est-ce que j'ai? Eru wa, ça va être mon sujet en français. Iku, ça va être mon verbe. Densha de, bon, c'est le moyen de transport en train. Et du coup, ici, Osaka, il a dit Osaka kara Hiroshima made, c'est mon point de départ et mon point d'arrivée du déplacement. Elle va d'Osaka à Hiroshima en train. Un autre exemple, Laito no jugyo wa 10 han made da. Ici, qu'est-ce qu'on a? Laito no jugyo wa, en ce qui concerne le cours de light, 10 han made da, c'est jusqu'à 10h30. En français, on va pas dire c'est jusqu'à 10h30, on va dire qu'il termine à 10h30. Donc le cours de light termine à 10h30. Bien sûr, on peut se sortir du sens premier du verbe da, qui est le verbe être de description, pour que notre phrase paraisse plus française. Du coup, voilà, ici j'ai juste un point d'arrivée. Jujihan made. Un autre exemple, Misa wa kokoro kara inoru. Misa, le verbe c'est inoru, elle prie, et kokoro kara, à partir du cœur. En fait, c'est comme ça qu'en japonais on va dire elle prie de tout son cœur. Et en fait, voilà, la prière, le point de départ abstrait du coup de la prière, c'est le cœur. C'est ça les exemples abstraits dont il disait. Oh, j'avais pas vu, j'avais pas compris que ça pouvait être utilisé comme ça, cette particule. Dans le même genre d'exemple où le point de départ ou le point d'arrivée ne correspond pas à un déplacement d'un point à un autre, par exemple, quand je dis je vais dresser la liste des élèves qui ont, je sais pas, eu plus de la moyenne au contrôle, en commençant par Alexandre, donc je vais lister les élèves en commençant par un élève en particulier, je vais bien sûr pouvoir dire Alexandre Kara. C'est le genre de choses que l'on va également pouvoir faire avec ces particules. Bon, maintenant on va faire des phrases de thème. Si je vous dis Watari retourne à Kyoto depuis Londres. Bon, on imagine que le mec était à Londres, et puis là, bah, il retourne à Kyoto. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Depuis Londres, c'est très clairement le point de départ. Mais ici, c'est pas vraiment une idée de depuis un point jusqu'à un point. En fait, il retourne à Kyoto. Donc ici, Kyoto, ça va plutôt être la particule ni qu'on va utiliser. Vous savez, la particule qui indique le point d'arrivée d'un déplacement. Ah oui. Et on indique juste que bah, ce déplacement, il s'est fait à partir de ce point ici. Watari wa London kara Kyoto ni modoru. Ici, c'est comme si ma phrase de base était Watari retourne à Kyoto, donc avec la particule ni, et qu'on précise depuis Londres, London kara. Donc on ne va pas forcément utiliser made ici. Là, il y a un mécanisme là qu'il faut bien assimiler et s'approprier par contre. Parce que je serais tombé dans le piège, j'aurais dit que Kyoto c'était la... Ouais, non, j'aurais pas mis cette particule là, moi. Un autre exemple. Ryuk jette une pomme par la fenêtre. Comment on va dire ça? Ryuk wa jeter c'est nageru, une pomme ringo o, et par la fenêtre ça va être mado kara. En fait, ça va être à partir de la fenêtre. Pourquoi? Parce que je pense que certains d'entre vous ici veulent utiliser la particule D. C'est le lieu où il fait quelque chose. Mais non, parce que si vous mettez la particule D, ça veut dire que le lieu où il fait l'action de jeter, c'est la fenêtre. C'est comme si le mec, il était, je sais pas, encastré à l'intérieur de la fenêtre et qu'il faisait son action. Non, c'est pas tout à fait ça. Ici, la fenêtre, c'est le point de départ de l'action du jet de la pomme. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on va utiliser la particule Madokara. En fait, t'as exactement dit ce que je pensais, c'est ça. Le commencement du jet de la pomme, c'est la fenêtre, et c'est... Ouais. Un dernier exemple. Kira tue des criminels avec le Death Note tous les jours de 6h à 11h. Ici, on n'a pas forcément de piège. Kira wa mainichi rokuji kara 11ji made Death Note de Hanzai Shao Korosu. J'ai mon verbe, j'ai mon COD. Death Note D, c'est le moyen avec lequel il effectue l'action de tuer. Et tous les jours, à partir de 6h jusqu'à 11h. C'était la plus Donc simple, voilà, celle-là. une phrase complète avec pas mal de compléments, mais qui sont bien organisés grâce aux particules. On verra plus tard d'autres utilisations de kara et made, on verra notamment qu'on peut parfois les combiner à d'autres particules, et puis on se concentrera beaucoup sur kara qui peut permettre d'exprimer la cause parce que en japonais, mais bon, on fera tout ça par la suite.
Ceci étant, je vous donne vos exercices, comme d'habitude, du thème et de la version, dans lequel je vous fais utiliser les différentes utilisations de kara et made, donc pour délimiter un déplacement, pour faire une délimitation. Les cours de Julien Fontanier se terminent toujours par une sonnerie et un sourire. Oui. Dans le temps. Et puis je vous mets également d'autres exemples un peu particuliers, un peu abstraits, comme tout à l'heure, Misa pris de tout son cœur avec Kokoro Kara. Voilà. Et puis le prochain cours, on va voir une nouvelle particule qui est ultra importante. Donc bon, j'espère que vous avez hâte. Moi en tout cas, j'ai grand hâte. Ah bah tu m'as hypé là. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Il veut pas le lâcher son sourire. Bien. Il était pas du tout compliqué ce cours-là, sauf pour la petite feinte là. Là, je serais complètement fait avoir, je pense. Après, il avait dit, dans la logique, que ce soit en japonais ou en français, tu vas pas mettre le kara en fin de phrase et l'autre au début de phrase. Donc quand tu vois la structure de la phrase, peut-être que logiquement, tu dois te dire qu'il y a un petit souci. Donc en fait, tu vas pas utiliser made, mais tu vas utiliser ni en fait. Mais non, finalement, ce petit cours était bien sympathique. Eh bien, nous avons fait notre heure de cours, comme il était prévu. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et finalement, même avec tout le retard que j'ai, j'arrive encore à j'allais dire assimiler, il faut pas exagérer, à tout écouter, à tout comprendre, à ne pas du tout laisser tomber ou quoi que ce soit, bien au contraire. Faut dire aussi que Julien, il explique bien les choses, mais j'arrive à tout comprendre, je suis pas du tout largué, je sais juste que ce qu'il dit, ça va pas rentrer automatiquement dans mon cerveau et ne jamais s'enfuir, non, il va falloir que je le revoie plusieurs fois pour le garder en tête, chose que je ne fais pas, et là est mon défaut, là est mon plus gros problème, mais en tout cas c'était très intéressant et j'ai passé un très bon moment. Vous pouvez dire au revoir à la rediffusion YouTube parce que je vais la rompre, je vais la couper là tout de suite, je vais aller mettre la rediff pour demain matin, et moi je vais vous souhaiter du coup une bonne soirée. Merci à ceux qui ont sub pendant ce cours de japonais. Nous avions Okramera, Wazers, Titu Majike, Mangax76 et Lilou Kitsune. Merci à vous, merci YouTube, et à bientôt YouTube, à la semaine prochaine pour le prochain cours de japonais. Bye bye.